On essayera de finir à une heure raisonnable parce qu'il y a les Barmatin qui fait son petit festival sur la place, sur le parking à Cusano, donc certains veulent s'y rendre peut-être. C'est pas du tout scandaleux de mêler la philosophie à des choses plus ludiques. Donc on essaiera de terminer vers 20h30, 20h45 au plus tard pour que ceux qui veulent se rendre au festival de Barmatin puissent le faire. Voilà, donc deuxième agora sur notre thème du progrès. Il y a une semaine, je vous ai présenté un parcours très généraliste en vous montrant comment le progrès est une idée qui est apparue à un moment donné dans l'histoire des hommes, qui n'a pas toujours été présente. Je vous ai montré comment elle s'est manifestée et on a ouvert un certain nombre de pistes. Aujourd'hui, on va creuser un petit peu le sujet avec une dimension majeure qui est la dimension de la technique. On associe généralement le progrès avec la technique, les technologies, tous ces outils, ces instruments. L'homme est un animal technicien et donc pour vous en parler, je suis très heureux d'accueillir une de mes anciennes étudiantes qui est Sabrina Cochin, qui est professeure de philosophie et qui va donc animer cette soirée. Elle va nous présenter son topo sur la technique, en faisant un parcours également un petit peu vaste et en voyant ensuite les dangers actuels que nous connaissons tous. Et puis ensuite on débattra entre nous. Et puis la dernière agora, ça sera donc jeudi prochain, le 19, sur progrès et dignité humaine, où je vais reprendre peut-être certaines thématiques qu'on abordera aujourd'hui, mais sous l'angle un petit peu davantage de la morale, du rapport entre les hommes, du rapport entre les civilisations. Voilà, donc on est à mi-parcours et donc aujourd'hui on va se pencher sur la technique et je vous demande par avance d'applaudir Sabrina parce qu'elle est extrêmement stressée. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être à vos côtés, ravie de vous voir aussi si nombreux. Je vous remercie d'être venus pour ce qui va constituer ma toute première conférence en public. Effectivement, ça ne va pas sans une part de pression, sans une part de stress, mais je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là effectivement pour vous parler progrès technique, mais aussi progrès humain. La question que nous allons nous poser ensemble ce soir est de savoir si véritablement l'amélioration des technologies et a priori ce qui constitue l'amélioration de nos conditions de vie peut véritablement être considéré comme un progrès à part entière du point de vue de l'individu. Et honnêtement, je pense que vous serez d'accord sur le fait que rien n'est moins sûr. De nos jours, les techniques et les technologies, les objets ont envahi notre quotidien, si bien qu'il n'y a plus forcément de médiation directe entre nous et le monde. On a dès le départ une distanciation qui a été effectuée par rapport à la conscience en fait. Donc je vais commencer par là. Je vais commencer par vous parler de la conscience humaine qui a constitué une révolution, une véritable révolution et qui a entraîné finalement la mise à distance de l'homme face à la nature. Donc ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que l'apparition de la vie sur Terre constitue un hasard heureux qui résulte d'une combinaison de conditions particulières réunies. Dans l'évolution du vivant, l'homme se rencontre lui-même. De l'époque paléolithique, pardon, je vais m'asseoir parce qu'il y a des coups de vent et j'ai peur que le vent reprenne ses droits, voilà, que ma jupe se soulève, excusez-moi. Donc je vous disais, de l'époque paléolithique à la technique scientifique, le parcours peut sembler long du point de vue de l'histoire de l'humanité, mais il est relativement court finalement du point de vue de l'évolution. L'homme est apparu dans le monde tardivement, mais son apparition a été un événement bouleversant, décisif, aux conséquences inouïes qu'il advient dès à présent de questionner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu maladroitement, veuillez excuser mon stress, c'est l'apparition de la conscience qui finalement a créé une mise à distance entre l'homme et la nature. Donc on le sait, cette conscience, cette faculté de penser, autrement dit l'esprit humain, c'est la différence fondamentale et irréductible de l'homme, puisque le fait d'être conscient, c'est donc sentir, penser, agir et savoir dans le même temps qu'on agit, qu'on sent et qu'on pense. Le fait d'être conscient constitue pour l'homme un événement décisif qui l'installe face au monde et lui commande d'y prendre position. Car dans la mesure où il est conscient,
l'homme ne se considère plus ou n'est plus un vivant parmi les vivants, n'est plus une chose parmi les choses, et au contraire, dans cette altérité, le monde se constitue pour lui comme un élément à connaître, à comprendre, à juger, mais aussi à transformer. Et tout va partir donc de cette transformation de la nature. Alors les philosophes ont été nombreux à voir dans cette faculté de penser, dans cette conscience humaine, un atout fondamental pour l'homme, puisque c'est là évidemment sa seule force. On y reviendra un petit peu plus tard lorsque j'évoquerai le mythe de Prométhée. L'homme apparaît dénué de capacités physiologiques vraiment probantes, et s'il a pu survivre, voire inverser complètement la tendance et dominer le monde, c'est avant toute chose grâce à sa capacité à réfléchir le monde, à se réfléchir lui-même, donc à contempler le monde, à se contempler lui-même, et à trouver donc par la raison, par le travail actif de sa réflexion, des solutions, dans un premier temps en vue d'assurer sa survie, et puis dans un second temps de manière plus contingente, afin d'assurer son confort. La conscience, effectivement, comme je le disais, est souvent glorifiée par la philosophie. Je pense notamment à Kant, qui, dans son anthropologie du point de vue pragmatique, nous dit, je vais citer, « Posséder le je, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus des autres êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne, contrairement aux animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise. » Alors jusque-là, je pense que c'est un constat objectif. Effectivement, par sa conscience, l'homme va disposer par extension de ce que l'on nomme le libre arbitre. Donc je pense que vous en connaissez tous la définition. Le libre arbitre, c'est la faculté de choisir, de décider, sans entrave interne ou externe. À partir de là, le monde lui appartient. Le monde va se présenter comme potentiellement malléable, comme potentiellement domptable. Et on a cette idée donc que la conscience constitue avant toute chose la dignité de l'homme. Plus qu'une force, c'est sa dignité. D'ailleurs, Kant le dit bien, lorsqu'il compare l'homme et l'animal, il nous expose que les hommes sont radicalement différents des animaux par leur rang et par leur dignité. Donc ces deux mots sont présents, par le rang et la dignité. Mais la conscience est à double tranchant finalement, puisqu'elle arrache l'homme à l'innocence du monde naturel, l'homme va aussi connaître à travers elle sa misère. C'est notamment ce que nous enseigne Pascal. Rappelez-vous, dans les pensées, Pascal nous dit « Certes, c'est être grand que de connaître qu'on est misérable, mais c'est être misérable que d'être misérable. » C'est-à-dire qu'avant toute chose, l'homme est une créature fragile, vulnérable, et il a conscience de sa fragilité. C'est quand même relativement lourd à porter. C'est un constat tragique que de savoir qu'on va mourir. C'est quelque chose qui nous poursuit. Et finalement, ça va aussi expliquer la raison d'être de la technique, puisque l'homme, depuis son émergence, demeure constamment exposé au néant. Parce qu'il est mortel et parce qu'il est conscient d'être mortel, son existence doit chaque fois être gagnée sur l'imminence permanente de la mort. Alors nous avons des moyens, nous avons trouvé des moyens pour remédier, ou du moins pour tenter de faire reculer cette mort imminente et immanente, à travers notamment la technique. Cette technique exponentielle, dont le développement est exponentiel, mais peut-être bien qu'à force de tenter de fuir la mort, on ne la retrouve que mieux sur notre passage. C'est-à-dire que nous mettons au point des objets, des technologies qui ont pour finalité de nous faire vivre mieux, de nous faire vivre plus longtemps, peut-être d'éviter certaines maladies, d'éviter même la sénescence, mais nous retrouvons malgré tout la mort sur notre passage, et peut-être de manière plus détournée, plus perverse, mais aussi plus dangereuse et plus tragique. Ça me rappelle un conte perse du XIIe siècle qui nous est rapporté par Farid al-Din Attar. Peut-être le connaissez-vous, ce conte. C'est le rendez-vous à Samarcande. Non ? Non. Alors je vais vous le conter, ça tombe bien, j'adore raconter les histoires. C'est l'histoire d'un jeune vizir qui est donc en très bonne santé, dans la pleine jouissance et dans la pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels, et qui a pour habitude de se grimer régulièrement pour passer incognito et se rendre au marché de sa ville. Il va donc s'y rendre une fois de plus, et il va être totalement interpellé par un être, une entité qu'il va croiser sur son passage, une entité dont les yeux sont vides, une entité absolument sépulcrale, et en la regardant, il croit reconnaître la mort.
effectivement, il ne se trompe pas. C'est bien la mort qui s'est garnie, qui s'est parée d'un petit peu de chair, mais qui n'en demeure pas moins effrayante et terrorisante. Il voit donc la mort lui adresser un vague signe, et il rentre au palais littéralement apeuré, et il demande aussitôt à voir le grand vizir. Il expose alors au grand vizir son désir de quitter la ville. Que lui dit-il? Tout simplement: j'ai vu la mort, elle a fait signe vers moi, elle veut me prendre, il n'y a aucun doute là-dessus, je l'ai vu vraiment me regarder droit dans les yeux. Alors, s'il vous plaît, grand vizir, laissez-moi aller jusqu'à Samarcande, aux confins de l'Orient et de l'Asie mineure, afin de lui échapper. Le vizir, qui est plutôt sympathique et bienveillant, accepte. Mais il est tout de même intrigué par l'histoire du... Le calife, pardon, excusez-moi, accepte. Il est tout de même intrigué par l'histoire du vizir et il décide à son tour de se rendre sur ce fameux marché. Et il croise cette fameuse silhouette sépulcrale, la mort, et lui demande vous avez donc fait signe à un jeune homme, un vizir de mon royaume. Et là, la mort lui dit oui, effectivement, mais je ne l'ai pas montré du doigt pour l'amener avec moi. C'était à dire vrai un signe, un geste d'étonnement. Parce que justement, j'ai vu que cet homme, je devais le prendre ce soir à Samarcande. Donc vous le voyez, finalement, à tenter de fuir son destin, il s'en est ironiquement rapproché. Donc pour en revenir à l'homme, qui est un être de conscience, donc l'homme devient par extension un être de désir. On le sait, le désir est une puissance de négation, de transformation, de rêve et d'action qui ouvre à l'homme les dimensions du possible et de l'imaginaire. Le désir trace des failles dans la plénitude du réel et y introduit l'absence. Qu'il soit finalement destructeur ou entreprenant, on peut dire que le désir met le monde en chantier et que finalement toute cette entreprise de transformation du monde résulte du fait que l'homme a conscience de ses besoins mais qu'il possède aussi des désirs. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend bien compte que l'histoire de l'humanité est inséparable est inséparable de l'histoire des désirs de l'humanité. La technique va donc faire son apparition. Elle est à la fois motivée par le besoin, c'est finalement le prolongement naturel de l'instinct de survie, mais elle va aussi être motivée par le désir. C'est ce qui explique qu'au final, les hommes ont, dans un premier temps, créé des objets, fabriqué des objets en vue d'assurer leur survie, mais qu'ils ne se soient pas arrêtés là. Ils ont ensuite décidé de mieux vivre. Et finalement, ce progrès technique n'a plus vraiment souffert d'arrêt et il est devenu exponentiel. Dans les manuels de philosophie, je vous en parle puisque j'officie généralement depuis quelques années auprès des terminales. Dans les manuels de philosophie, la technique est avant toute chose présentée sous le prisme de la nécessité. On explique aux élèves que finalement la technique a été la condition sine qua non de la survie et que l'homme, par nature faible, nu, dépouillé, ne jouissant pas de grandes capacités physiques, aurait été incapable de survivre dans le monde s'il n'avait pas été apte à inventer, à créer et finalement à dépasser la nature et à se dépasser lui-même. On aurait peut-être tort d'associer la technique à l'intelligence. Alors c'est ce qu'ont fait bon nombre de philosophes et je comprends qu'il l'ait fait, mais c'est vrai que ce serait malgré tout un petit peu dommage de réduire l'intelligence de l'homme à sa dimension technique. Tout du moins, on peut comprendre qu'effectivement la technique, de prime abord, est une composante essentielle de l'intelligence, puisque c'est par la technique que l'homme a trouvé ces fameuses ruses qui lui ont permis de s'adapter. C'est avant toute chose cela, la technique, un procédé de fabrication, une méthode de pensée susceptible d'améliorer les voies aux fins que l'on se propose. Donc la technique fournit à l'homme les moyens d'adaptation à un environnement naturel qui n'est pas toujours prêt à le recevoir. C'est avant toute chose un savoir-faire qui a pour but un comportement efficace et approprié aux circonstances. Au début du XXe siècle, nous avons notamment Henri Bergson qui, dans l'évolution créatrice,
nous explique que l'intelligence consiste précisément dans la faculté de fabriquer des outils à faire des outils, nous dit-il, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Selon lui, nous ne devrions d'ailleurs pas parler d'Homo sapiens, mais plutôt d'Homo faber, homme qui fabrique. Lorsque nous regardons effectivement l'histoire de l'humanité, nous nous rendons compte que la composante essentielle, c'est l'invention technique. Et ce que nous retenons de certaines époques, c'est pas toujours le fait historique, c'est plutôt derrière l'événement historique, l'objet technique qui a pu être inventé. Par exemple, on peut retenir du 19e siècle la machine à vapeur, le train, la photographie, etc. Comme du 20e siècle, on retiendra peut-être la télévision, le nucléaire, l'Internet. Et comme pour Bergson, ce sont donc ces inventions, ces créations qui jalonnent l'histoire de l'humanité, il semble plus logique que l'on parle d'Homo faber avant que de parler d'Homo sapiens. De toute façon, cette idée que la technique procède de l'intelligence humaine, nous la retrouvons dans l'étymologie même du mot technique, puisque technique nous vient du grec techné, qui signifie, qui est un petit peu un mot fourre-tout, qui signifie à la fois créer, produire, fabriquer, art, donc de manière générale la maîtrise d'un savoir. On parle par exemple de techné politiqué, de techné rhétoriqué, et techné signifie aussi ruse. Donc on retrouve cette idée d'intelligence, et c'est ce que nous enseigne le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée que vous connaissez sans doute, qui nous expose de quelle manière en fait les hommes ont pu parvenir à trouver une compensation à leur infériorité initiale par le biais de la technique. Donc, comme vous l'avez compris, j'aime bien raconter les histoires, donc je vais aussi vous le narrer, mais vous le narrer plus brièvement, car j'imagine que ce mythe-ci, vous le connaissez. Donc comme vous le savez, au commencement du monde, les dieux ont façonné les futures espèces terrestres. Donc ces espèces ont été façonnées dans un mélange de terre et de feu et patientent au centre de la Terre. Elles doivent naturellement paraître à la surface, mais avant que de paraître à la surface, elles doivent être dotées de diverses qualités, de diverses capacités, afin que toute espèce, une fois sur Terre, puisse survivre. C'est un petit peu comme ce jeu vidéo que certains connaissent éventuellement, les Sims. En fait, vous créez des petits personnages, et puis le but du jeu, c'est que tout le monde reste en vie. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. Les dieux chargent alors le géant Prométhée d'effectuer la répartition de diverses qualités, de diverses capacités entre ce qui sera donc les futures espèces vivantes. Épiméthée, le frère de Prométhée, se propose d'effectuer la répartition. Prométhée n'y voit pas d'inconvénient. Et Épiméthée, dans sa distribution des qualités, décide de procéder non pas de manière aléatoire, mais plutôt en mettant en place un système de compensation, un système équilibré. On nous dit qu'aux uns, il donne la vitesse, à d'autres, une épaisse fourrure, à certains, des ailes, à certains la faculté de se reproduire en plus grand nombre, à d'autres, plus carnassiers, plus carnivores, peut-être la faculté de se reproduire en moins grand nombre, de manière à ce qu'aucune espèce, une fois sur Terre, ne soit lésée. Malheureusement, il ne reste plus de capacité pour doter l'homme, et l'homme est toujours cette petite créature fragile, nue, dépouillée. On se doute bien que s'il paraît sur Terre dans cet état-là, il ne tiendra pas 48 heures, il se fera dézinguer, pardonnez-moi l'expression, très très rapidement par d'autres espèces qui, elles, ont été pourvues. Prométhée, afin de réparer l'erreur de son frère, décide donc de voler le feu aux dieux et ce que les Grecs appellent les arts utiles à la vie, à la déesse Athéna et au dieu Héphaïstos, afin d'en faire cadeau à l'homme. C'est donc grâce à ce larcin sacrilège, à ce cadeau inopiné, que les hommes ont pu trouver, selon les Grecs, une compensation à leur faiblesse initiale. On voit donc que la technique est glorifiée, mais ce qui me dérange un petit peu avec ceci, c'est que finalement, on a tendance, par extension, à se représenter la nature comme un moyen. C'est-à-dire que l'homme, qui dispose de la raison, qui dispose de la faculté d'inventer, peut finalement se servir, se tailler la plus belle part du gâteau, peut se servir allègrement de la nature. Les ressources sont là
pour lui, sont là pour ça, et finalement, ça risque de se faire sans égard pour elle. C'est notamment la vision d'un Descartes, lorsque Descartes nous dit, finalement, en laissant de côté la scolastique qui est très très théorique, en mettant en place une philosophie plus pratique, nous parviendrons à devenir maîtres et possesseurs de la nature. Dans l'expression maître et possesseur, on a déjà indirectement une forme de violence, une forme de domination. Si nous sommes les maîtres, alors la nature devient l'esclave. La nature devient littéralement aliénée au bon vouloir de l'homme. Et le problème, c'est qu'avec Descartes en fait ouvre une vision purement utilitaire de la nature. Comme je le disais, la nature devient un moyen à l'homme de s'accomplir, et on le voit bien de nos jours, les progrès des technosciences se sont complètement inversés en menace. C'est la perpétuation de l'humanité qui se retrouve remise en cause, mais c'est aussi la pérennité de la nature qui se retrouve mise en cause. Et si nous n'en prenons pas conscience, si nous ne mettons pas en place une éthique du respect, une éthique de la responsabilité, nous risquons finalement de nous détruire nous-mêmes. On peut donc remettre en question, interroger l'intelligence de l'homo faber, parce qu'une créature qui est peut-être la plus intelligente sur Terre, mais qui finalement est capable de tuer gratuitement et de détruire allègrement sa biosphère, mérite-t-elle véritablement le qualificatif d'intelligente? On peut se le demander finalement, et tout le paradoxe de l'homme réside dans cette ambivalence. Je prendrai 2 minutes, pas plus, pour évoquer le travail, qui est finalement la plus grande activité de transformation du monde. Le travail qui lui aussi est souvent glorifié par la philosophie, parce qu'on voit dans le travail un moyen de regagner une certaine estime de soi sur la nature. C'est toujours la même idée. Les animaux n'ont pas de mérite, ce sont des assistés, ils ont été généreusement dotés, ils ont un instinct qui est absolument fiable, qui les détermine, qui les met sur des rails. Ils ont juste à suivre ce qui leur est dicté par le conditionnement génétique, par le code génétique de l'espèce à laquelle ils appartiennent, et finalement tout roule pour eux. C'est facile. Quel mérite ont-ils à survivre? L'homme, lui, parce que rien ne lui était offert, a dû forcément faire effort pour inverser la tendance, pour devenir effectivement, je ne vais pas dire maître et possesseur, mais pour s'acheminer au sommet de la pyramide, si vous préférez. Et on a cette idée qui est présente notamment chez Kant, d'une nature qui est personnifiée et qui aurait presque mis l'homme au défi de s'accomplir par lui-même. Kant va dire « la nature a voulu », le terme vouloir est quand même assez fort, la nature a voulu que l'homme ne trouve et ne jouisse d'aucun autre bonheur que ce qu'il s'est constitué lui-même par le libre arbitre et par le travail de sa raison. Donc encore une fois, grâce au travail et grâce à la technique, on a cette idée que l'homme devient une créature supérieure, l'homme s'arroge une forme de supériorité, et l'homme, par son travail, par son activité de transformation de la nature, de négation même de la nature, Georges Bataille le dira, l'homme est par essence la seule créature terrestre qui refuse la nature et qui va même jusqu'à la nier. Donc finalement, par son travail, par son œuvre de transformation de la nature, l'homme devient le seul dépositaire d'un galon qu'il peut fièrement accrocher à sa chemise, c'est le galon de l'estime de soi. La philosophie classique a tranché, les animaux ne travailleront pas. Donc on est encore sur l'idée d'une spécificité typiquement humaine. La conscience, l'esprit sont des spécificités typiquement humaines, par extension le désir, la technique et le travail. Donc ça, Marx nous le dit, hein, rappelez-vous, dans le Capital, une araignée produit des opérations qui ressemblent à s'y méprendre à celles du tisserand. De même que l'abeille confond par son habileté l'habileté de plus d'un architecte, mais ce qui distingue dès l'abord l'abeille la plus experte du plus mauvais des architectes, c'est que l'architecte, aussi mauvais soit-il, a conçu la cellule dans sa tête avant que de la concevoir finalement dans la ruche.
Ce qui est un petit peu dérangeant avec cette idée de supériorité, c'est qu'on a un nivelage et on peut se demander si cette hiérarchisation du monde est réellement pertinente. Est-ce qu'elle n'était pas finalement d'emblée annonciatrice d'un danger? Et est-ce que finalement, du constat objectif de l'exclusivité humaine, on ne serait pas tombé dans une forme de mégalomanie dangereuse pour la nature et pour l'homme lui-même? Donc c'est l'objet de cet exposé, hein. J'ai un petit peu fait traîner mon introduction, j'en suis navrée, c'était aussi pour me mettre à l'aise. Voilà. Donc l'intelligence de l'Homo faber doit être questionnée. Je vais tenter de mettre en place modestement une zététique du progrès technique, puisqu'il semblerait que notre Prométhée enchaîné se soit, depuis bon nombre de décennies, mué en un Prométhée déchaîné. Alors, tout ce qui est de l'ordre du scénario catastrophe nourrit fortement l'imaginaire collectif et nourrit le filon de l'industrie cinématographique, puisque nous avons toutes sortes de fictions qui nous sont proposées, avec donc le règne des machines, la présentation de mondes aseptisés mais totalitaires, je pense notamment à Bienvenue à Gattaca. Vous avez aussi l'excellente série Black Mirror qui présente dans chaque épisode une dérive relative au monde numérique. Donc tout ceci nous amène indirectement à nous questionner. Et puis, le futur qui nous est présenté dans ces fictions peut nous sembler lointain, mais paradoxalement terriblement proche, et plus que jamais, ce futur nous semble proche. Le XXe siècle nous a certes appris à nous défaire de certaines utopies. Lorsque le progrès technique nous apporte notamment des V1 et des V2, lorsque la raison est mise sciemment au service de l'extermination de toute une population, de même plusieurs populations, on peut se demander si la raison n'est pas elle-même capable de devenir déraisonnable. Ce progrès, qui se voulait humaniste, semble à présent déshumanisé. Finalement, nous étions les auteurs de ce progrès technique, mais on pourrait se demander si nous n'en sommes pas plutôt devenus les acteurs ou encore les instruments. Ça crée un sacré distinguo. On est peut-être dans le plus mauvais des scénarios de type Frankenstein, c'est que la créature semble s'extraire des mains du créateur et tourner un petit peu en roue libre, comme si la technologie elle-même était devenue plus indépendante et s'était émancipée. Nous voyons bien que la technologie occupe une place centrale dans la vie subjective des fins humaines et que l'impact sur la nature est aujourd'hui colossal. Par exemple, si je prends notamment l'agriculture, on peut dire que dans l'Occident moderne, la paysannerie n'existe plus. Heidegger revient là-dessus et nous expose notamment qu'avant, le paysan se contentait de suivre le rythme de la nature, le rythme des saisons, et finalement, l'impact sur la nature n'était que superficiel. Aujourd'hui, avec la mécanisation, avec l'industrialisation des techniques d'agriculture, l'impact sur la nature est profond. Et on en arrive à un renversement des forces. Nous l'avons vu, j'en ai parlé donc dans cette fameuse introduction assez longuette. L'idée était donc que l'homme était une créature petite, fragile, misérable, vulnérable, face à une nature immense, parfois représentée comme une puissance mystique, opaque, inconnue, et que finalement l'élément fort, c'était la nature, et l'élément faible, qui devait tant bien que mal trouver des solutions pour survivre, c'était l'homme. Aujourd'hui, je pense que le rapport s'est totalement inversé. L'homme est devenu terriblement fort, sa puissance est en constante évolution. On a un développement absolument exponentiel de la technique, un progrès technique qui de toute manière ne souffre pas l'arrêt. Tout ralentissement semble équivaloir à un recul. L'homme semble conséquemment condamné à un progrès technique à perpétuité. L'expression est forte, condamné à un progrès technique à perpétuité. Je crois que c'est Alfred Sauvy d'ailleurs qui disait cela. Et on se rend compte, sous ce prisme-là, que c'est la nature qui devient un être vulnérable, malléable, et qui doit finalement devenir aussi par extension un objet de responsabilité, puisqu'on la maltraite. Donc nous assistons depuis maintenant plus d'un siècle à une automatisation du travail. Marx en a naturellement parlé, Hannah Arendt l'a évoqué aussi. Alors,
je n'irai pas jusqu'à dire que l'homme est forcé de s'adapter aux machines, mais du moins, si on reprend le Fordisme, notamment le travail à la chaîne, on se rend compte qu'effectivement, sur son temps de travail, l'homme est obligé d'adapter le rythme de son corps au rythme de la machine. Et c'est peut-être pas la vocation première de la machine. La machine est là pour s'adapter aux besoins de l'homme, pour s'adapter aussi à son travail. Et ici, donc, Hannah Arendt nous présente une première déviation. C'est dans son ouvrage « Conditions de l'homme moderne », où finalement, on se rend compte que l'ouvrier devient directement aliéné par la machine, puisque c'est à lui d'effectuer son geste en conséquence du rythme instauré par la machine. Il semble qu'avec la prolifération de manière générale des objets techniques, l'homme se soit objectifié lui-même. On pourrait se demander si c'était véritablement ça qu'on devait attendre du progrès technique, devenir nous-mêmes de simples moyens, parce qu'on a aussi ce renversement-là. Au départ, c'est la technique qui est le moyen. Mais il semblerait que l'homme soit lui-même devenu un vecteur, donc lui-même devenu un moyen. Est-il donc seulement possible de reprendre la main, excusez-moi, et de tempérer ce progrès fougueux ? Rien n'est moins sûr. Pourtant, de nos jours, les progrès des technosciences se sont inversés en menaces. Ces objets qui ont pour fonction de nous rendre plus performants, plus conscients, peut-être aussi plus savants, ne provoquent-ils pas inversement l'affaiblissement de certaines capacités physiques et de certaines capacités intellectuelles ? De même, si la technique semble avoir libéré l'homme de certaines tâches, ne conduit-elle pas à de nouvelles formes d'asservissement, autrement dit à de nouvelles formes d'aliénation ? Et enfin, l'intervention de l'homme sur la nature n'a-t-elle pas pour vocation d'épuiser celle-ci ? On pourrait se lancer dans un petit exercice freudien d'association d'idées, donc les associations d'idées, si chères aux surréalistes, et se demander finalement quels mots nous viennent à l'esprit lorsque l'on nous dit progrès technique. Ça pourrait être pertinent. Qu'est-ce qui nous vient en premier à l'esprit ? Est-ce les mots machine, maîtrise, science, intelligence ? Certes, ces mots peuvent être reliés effectivement au progrès technique, mais je pense que ce traitement-là demeure lacunaire, c'est-à-dire vraiment un mensonge par omission. Puisque, de toute façon, dans cette surconscience de l'homme, on se trouve aussi face à une forme d'inconscience, puisque cette libération mène à de nouvelles formes de dépendance et d'aliénation, on se retrouve au cœur d'une antilogie, et l'antilogie elle-même semble être au cœur du progrès technique actuel. Évoquer finalement tous ces antonymes ne relève pas du pur exercice sophistique. C'est véritablement la tâche de la philosophie que de se questionner quant au progrès technique et de s'y appesantir sans tomber pour autant dans une forme de technophobie psychorigide, ni même dans un passéisme stérile, ni encore dans un manichéisme qui ne nous mènerait à rien. Alors, on pourrait se demander dans un premier temps si le progrès technique rend heureux. On va se placer donc dans une perspective eudémoniste et on va partir du principe, comme certains anciens, que le bonheur demeure la finalité ultime de la vie, le souverain bien. Les stoïciens, les sceptiques ou encore les épicuriens nous exposent que le bonheur consiste dans l'ataraxie. L'ataraxie, c'est précisément l'absence de trouble. Une âme qui ne serait troublée par rien, un état de tranquillité, de sérénité durable. Or, si j'en reviens à tous ces objets qui jalonnent et qui parsèment notre réel, ces objets sont-ils facteurs de trouble ou non facteurs de trouble ? Je pense plutôt qu'ils entraînent certains troubles. De nos jours, les objets semblent décomplexés. Ils sont sortis de leurs prérogatives d'origine et s'affirment comme des médiateurs sociaux et intellectuels incontournables. L'homme ne vit plus auprès d'un milieu naturel, il vit en permanence auprès des objets et ce sont aujourd'hui les objets qui constituent la majeure partie de son quotidien. Il en résulte que nous n'avons plus un contact direct avec la société ou avec la nature, mais un contact qui est médiatisé par la présence obsédante des objets.
On a parfois tendance à dire que les techniques isolent l'homme. Alors je n'irai pas aussi loin, parce qu'à mon avis, c'est un point de vue peut-être un petit peu exagéré. Disons qu'en fait, les techniques isoleront l'homme si on se repose un petit peu trop sur elles. On a tendance à apprécier les solutions de facilité. Et si on pense notamment aux réseaux sociaux, à Facebook, à Instagram, à Snapchat, aux messageries instantanées et même plus basiquement au téléphone, on se rend bien compte que si ces objets se mettent à remplacer totalement le contact humain direct, là effectivement on sera plongé dans une forme de solitude et de déréliction. Je ne peux pas non plus trop cracher sur Facebook, puisque c'est par l'entremise de Facebook que j'ai retrouvé Philippe Granarolo. Grâce à lui, je suis présente ici, donc je ne peux pas non plus être de mauvaise foi. Bien sûr, c'est un formidable moyen de communication. Mais, encore une fois, il ne faudrait pas tomber dans cette paresse et s'imaginer que l'objet peut se substituer au rapport humain. C'est Dominique Volton qui notamment l'expose et qui nous dit que le progrès technique seul est insuffisant à créer un progrès de la communication humaine et sociale. Il est vrai que le langage, par nature, même s'il est potentiellement perfectible, est relativement incomplet. C'est notamment ce que nous montre Bergson dans La pensée et le mouvant. Nous sommes parfois enclins à des pensées qui relèvent de l'ineffable. Nous ne pouvons pas les formuler et poser des mots dessus. Le langage semble toujours un peu court. Albert Camus, lui aussi, a montré comment le langage pouvait être vecteur de malentendus. Et on se rend bien compte que cet outil de communication qui est le langage, qui est le plus simple, qui est le plus basique, est déjà vecteur d'un certain inachèvement et vecteur parfois de complications, voire de conflits entre les hommes. Et y ajouter finalement l'objet, c'est peut-être s'éloigner davantage de la réalité, puisque le langage accentue d'une certaine manière l'écart entre la réalité du monde et la représentation que nous en avons. Si en plus nous glissons un objet entre les deux, le réel risque de nous échapper d'autant plus. C'est ce que nous expose Bergson quant à l'incomplétude du langage. Bergson nous dit les mots finalement sont des étiquettes qui sont collées sur les choses. Et finalement, ce langage, selon Bergson, va être vecteur d'uniformisation de la pensée. C'est-à-dire que nous disposons tous des mêmes mots et nous allons en venir à calquer nos ressentis sur ces mots. Et lorsque nous allons nous exprimer, nous allons employer ces mots qui sont finalement froids, impersonnels, toujours en deçà de la réalité que nous souhaitons figurer. Et à force d'employer ces mots, nous allons tomber dans une informité généralisée, puisque finalement ces mots vont se substituer à notre émotion première et peut-être à notre pensée première. Je voudrais donc revenir sur le langage SMS. Avec le langage SMS, on est dans un formalisme qui finalement aplanit encore plus la pensée. Si on prend notamment les smileys qui ont été inventés par un japonais en 1998, on en arrive à un formalisme absolument basique et rudimentaire. Pour faire passer une idée, on a quoi? Un smiley qui sourit, un smiley qui pleure, un smiley qui éclate de rire, mais tout ceci est bien en deçà des potentialités premières qui nous sont proposées par le langage. Mais le langage étant lui-même imparfait, on en arrive à quelque chose d'uniformisé, de simpliste et finalement de peu pertinent. L'écart entre la réalité du monde, finalement, et l'idée que nous nous en faisons devient plus marqué encore. Et on le voit notamment avec les jeunes générations. Lorsque j'officie face aux classes de terminale, je me rends bien compte que ces élèves ont énormément de mal à mettre des mots sur leurs émotions, des mots sur leurs pensées. Et lorsqu'ils s'expriment entre eux, finalement, c'est le smiley qui prend le relais, c'est le symbole, c'est le signe qui prend le relais. Et la pensée se retrouve complètement caricaturée.
De plus, ce langage virtuel semble aussi dépouiller un petit peu les mots de leur contenu et parfois les mots de leur violence. Sur Internet, vous en avez peut-être fait l'expérience, vous l'avez peut-être constaté, les gens ne savent pas forcément peser leurs mots et on en arrive à une forme de violence qui est quand même assez abasourdissante. Je pense notamment à Microsoft qui en 2016 avait mis au point un robot, donc une intelligence artificielle prénommée Tai. Et la finalité de ce robot, de cette intelligence artificielle, était donc d'apprendre au contact des internautes. Microsoft, au bout de 24 heures, a dû museler la fameuse intelligence artificielle Tai, car l'intelligence artificielle était devenue nazie. Voilà. En prenant, en fait, en mimétisant, en retenant ce qu'avaient pu écrire les internautes, l'intelligence artificielle en est venue à poster donc sur son compte Twitter des choses de type je déteste les féministes, elles doivent mourir, les juifs doivent être exterminés et autres joyeusetés. Donc tout ceci, finalement, avait pour source les propos et les écrits des internautes. Donc là, on voit aussi les limites du progrès humain. C'était quand même un merveilleux outil que nous proposait Microsoft et on l'a transformé finalement en quelque chose de ridicule et puis de profondément sectaire et dangereux. L'objet, en créant une médiation indirecte, peut aussi devenir une barrière indirecte dans certains cas. C'est-à-dire qu'il va pousser les paresseux de la communication à davantage d'inhibition. Et ce progrès technique, là où il peut paraître un petit peu dérangeant, c'est qu'il ne se contente pas de modifier notre manière de vivre, il modifie aussi notre manière de ressentir et notre manière de penser. Avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de retrouver les gens. Ça peut aussi vous donner une seconde chance. Je pense notamment à une anecdote que m'avait racontée une amie. Alors une anecdote un petit peu légère. Cette amie était présente à une soirée et elle a ressenti un véritable coup de foudre pour un garçon qui était présent donc à la même soirée. Et elle me raconte cette anecdote et là je lui demande alors s'il t'a plu tant que ça, s'il t'a tapé dans l'œil à ce point-là, est-ce que tu es allé lui parler? C'est ce qu'il aurait sans doute fallu faire vu l'émotion qu'il a provoquée en toi, vu le séisme qu'il a provoqué en toi. Et là j'ai été stupéfaite de la réponse de mon amie qui m'a dit non, pourquoi aller lui parler? Pourquoi finalement tenter un premier contact qui risque d'être absolument raté et dévastateur pour moi, sachant que je peux le retrouver à partir de l'événement qui a été donc proposé via Facebook. Je pourrais donc le retrouver parmi la liste des invités et je pourrais le stalker. Alors qu'est-ce que stalker ? Voilà, moi-même je ne connaissais pas le terme, donc on est sur de l'anglicisme 2.0, ce fameux vocabulaire qui émerge par l'entremise, par le biais d'Internet. Stalker signifie en fait espionner, traquer, harceler, mais le sens a été un petit peu modéré, un petit peu atténué donc pour les internautes. C'est plutôt retrouver quelqu'un sur les réseaux sociaux et puis suivre sa vie. Donc elle me dit je peux le stalker. Et de stalker finalement à stocker, il n'y a qu'un pas. Ouais, je trouve que finalement l'homonymie fait sens. Avec ces fausses relations, enfin pas ces fausses relations, mais ces relations qui sont finalement biaisées par l'objet technique, on se retrouve à stocker, à emmagasiner des contacts inutiles, et on a tendance à s'approvisionner du superficiel et du contingent comme d'une denrée précieuse. Ça, c'est peut-être aussi un petit peu dérangeant parce qu'on va être, pour certains, dans certains cas, être amené à consommer de la relation sociale comme on consommerait un vulgaire produit. Vous avez peut-être déjà vu ces fameuses publicités, donc je ne citerai pas le site de rencontre en question, où vous avez deux silhouettes très minimalistes, un homme, une femme, le même type de silhouette que sur les portes des toilettes. Vous avez la jeune femme qui jette dans un caddie qui est immense, qui se détache au centre, la silhouette masculine. Et finalement, cette publicité, qui se veut volontairement un petit peu cynique, vous dit quoi en gros? Elle vous dit que si vous voulez consommer
de l'humain, consommer de la relation amoureuse, affective ou sexuelle, vous n'avez qu'à vous inscrire. Si vous voulez consommer ou si vous voulez être dans le rôle du consommé d'ailleurs. Vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit, rien à perdre hormis peut-être une certaine forme de dignité. Ce qui peut poser problème avec ce progrès technique, c'est qu'on assiste finalement à une totale rationalisation du monde et à une totale rationalisation des choses. L'amour, c'est peut-être le seul domaine qui, par essence, relève de l'irrationnel. En amour, vous n'avez pas forcément une logique qui s'applique. Vous ne pouvez pas forcément dire que qui se ressemble s'assemble, de même que vous ne pouvez pas non plus systématiquement réfuter ça par un tout aussi réducteur, les extrêmes s'attirent. L'amour, c'est la magie de la rencontre, c'est avant toute chose une séduction qui va passer par le geste, par la parole, peut-être même plus prosaïquement par une alchimie des corps, une alchimie de peau, un timbre de voix, je le disais, peut vous séduire, une mimique, peu importe. Et finalement, ce progrès technique, par l'entremise des sites, coupe un peu l'herbe sous le pied à cette magie, à cet irrationnel, et on est dans quelque chose, face à quelque chose de très froid, de très impersonnel, puisque finalement, vous allez cocher des cases, et puis ensuite, c'est le logiciel qui prend le relais, c'est la machine qui choisit pour vous. Ça peut sembler superficiel, mais malgré tout, c'est le révélateur de quelque chose. C'est le révélateur du fait que le progrès technique, peu à peu, réduit notre libre arbitre comme une peau de chagrin. Les logiciels décident pour nous. Nous allons évoquer dans un second temps la dérive technocratique. Donc nous allons voir aussi plus dramatiquement que les pouvoirs politiques décident pour nous, voire que la sphère du privé elle-même décide à la place des pouvoirs publics. Et là, on va atterrir sur un véritable problème éthique et notamment sur le problème de ce consumérisme carnassier, puisque la technique et le progrès technique dans son ensemble, lorsqu'ils sont régis par un capitalisme éhonté, deviennent des ogres dont nous sommes indirectement les victimes. Je ne reviendrai pas sur Facebook. Néanmoins, vous avez quand même des visions qui sont très très négatives. J'ai dit que je n'irai pas jusque-là, mais vous avez par exemple Bernard Stiegler, qui est un philosophe contemporain, qui va jusqu'à qualifier Facebook de réseau antisocial. Le terme peut paraître très fort, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, je n'irai pas jusque-là, mais on peut comprendre l'idée. Ce que veut dire Stiegler, c'est que finalement, ce réseau qui se veut ouverture sur l'autre, ouverture sur le monde, ne se présente finalement que sous un seul prisme, le mien. Facebook demeure très égocentré, puisqu'il va présenter uniquement ce que je choisis de publier, ce que je choisis de montrer, les contenus auxquels je choisis de m'abonner, donc selon mes propres goûts, mes propres préférences, et les contacts que je choisis d'accepter. Donc on a cet hermétisme malgré tout, qui fait que Stiegler nous parle de réseau antisocial, bien que le terme me semble un petit peu fort. Un terme est récemment apparu, c'est le terme d'homo digitalis. J'ignore si vous l'avez déjà entendu, homo digitalis. Ça sonne bien. Et cet homo digitalis semble se repaître de l'illusion. Ce qui peut sembler tragique, c'est que ce n'est pas l'illusion de l'imaginaire, ce n'est pas l'illusion de ce monde intérieur, de cette fantaisie sans bornes, c'est plutôt l'illusion qui est dictée, encore une fois, par le virtuel, mais toujours enferrée dans les limites du logiciel. Donc c'est une illusion froide, morne, impersonnelle. Et dans le renversement qui s'est opéré finalement entre la réalité et le virtuel, on peut évoquer l'acronyme IRL. J'ignore si vous le connaissez, cet acronyme IRL, qui signifie en anglais In Real Life. IRL signifie donc dans le monde réel, c'est-à-dire là, maintenant, dans le monde sensible, dans le monde quotidien. On peut se demander pourquoi ce terme, pourquoi cet acronyme a vu le jour. Comment l'emploie-t-on? Comment les jeunes l'emploient-ils? Les jeunes vont par exemple dire « J'ai vu François IRL, il se porte bien ». Mais qu'a-t-on besoin de préciser? J'ai vu François, il se porte bien, mais je me doute que c'est in real life. J'y suis dedans, je suis dans le monde sensible, je suis immergée dans le réel. Alors pourquoi ai-je donc besoin de préciser que c'est dans le réel? Et là c'est très intéressant, parce que ça voudrait donc dire,
si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, que c'est le virtuel qui est devenu la norme. Celui-là, on n'a pas besoin de le nommer. On n'a pas besoin de concept pour le définir, parce qu'au final, lorsqu'on cherche un antonyme à cet acronyme IRL, on n'en trouve pas. Vous avez bien IG, qui signifie in-game, mais qui se rapporte finalement uniquement au monde exactement du jeu vidéo. Et le monde du jeu vidéo n'est qu'une infime partie de la virtualité elle-même. Donc c'est un petit peu comme si le virtuel était devenu la norme, implicitement, et que le réel, lui, était devenu la marge, et que c'était lui qui finalement méritait la précision, et que c'était lui qui méritait le concept. C'est quand même assez saisissant. Alors de nos jours, bien sûr, 10 minutes ? Ouh là là. Alors je vais essayer d'aller... J'avais tellement de choses à dire, pardon, excusez-moi. Donc on va... J'ai tendance à parler beaucoup en fait quand je suis lancée, il faut vraiment pas m'en vouloir. Donc on va maintenant, puisqu'il me faut vraiment accélérer, nous allons évoquer le problème de l'addiction. En fait, nous nous rendons bien compte que ces objets instaurent une dépendance. Et donc pour aller vraiment plus vite, je pense notamment aux smartphones et aux jeunes générations, à l'Internet particulièrement, je vais donc citer une phrase de Rousseau. Donc dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, on sait naturellement que Rousseau n'est pas anti-progrès, qu'il est plutôt progressiste, il s'inscrit dans la dynamique du siècle des Lumières, mais Rousseau a cette phrase percutante qui est « on ne peut plus d'actualité ». Rousseau nous dit « ces commodités, donc tout ce confort, ayant par habitude perdu presque tout leur agrément et étant dans le même temps dégénérés en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n'en était douce, et l'on était finalement plus malheureux de les perdre qu'heureux de les posséder. » Ça, c'est fondamental, parce qu'on se rend bien compte, je vais essayer donc effectivement d'accélérer le pas, l'objet technique, à aucun moment, ne procure un véritable bonheur, puisque lorsque nous en jouissons, très vite, nous nous y habituons, donc il devient une norme, c'est, comme diraient les jeunes, la base. En revanche, il suffit d'en être privé pour éprouver aussitôt un sentiment de manque. J'ai travaillé pendant 4 ans en MLDS, donc mission de lutte contre le décrochage scolaire, et j'ai vu finalement, durant ces 4 ans, les mentalités des jeunes évoluaient. Les premières années, lorsqu'on leur disait de ne pas regarder leur téléphone et de le ranger, les jeunes s'exécutaient. Bon, ils râlaient un petit peu, mais ils le faisaient. La dernière année, c'était impossible. L'objet semblait être devenu, je pense que ce serait un excellent objet pour la psychanalyse, et ça a dû déjà l'être, l'objet était devenu une sorte de doudou, une seconde peau. L'élève était perdu quand il n'avait pas son portable entre les mains. Il était impossible de faire travailler ces jeunes, si bien que nous avons dû, en fait, leur demander de déposer les téléphones dans un carton à chaque début de cours. Et là, nous avons pu constater avec une grande consternation que les jeunes étaient vraiment comme des drogués en tentative de sevrage. Vous aviez des jeunes qui, comme ça, frénétiquement, bougeaient les pieds, les jambes sous les tables, des mains qui s'agitaient sur le bureau à la recherche d'un objet à saisir, et vous en aviez carrément qui étaient prostrés, donc complètement la tête posée sur la table, la tête la première sur la table, et qui avaient totalement renoncé à faire quoi que ce soit puisqu'ils étaient privés de leur téléphone. On est quand même sur quelque chose d'assez problématique, et on peut se demander si nous choisissons ça ou si nous le subissons. Donc comme il faut accélérer le pas, je vais à présent parler de la dérive technocratique. Effectivement, quand on regarde depuis le Fordisme et depuis ce modèle américain, donc l'American Way of Life, qui s'est développé aux États-Unis entre deux guerres et qui s'est ensuite développé hors des frontières, notamment avec le plan Marshall, les esprits semblent finalement conditionnés à consommer, puisqu'il faut capter l'attention des gens de manière à leur faire acheter un maximum de commodities. Et finalement,
Le capitalisme, par essence, c'est un processus à la fois de création et de destruction. Il est créateur puisqu'il est lié directement à l'innovation, il est créateur de nouvelles activités, mais il est aussi destructeur puisqu'il va détruire les anciennes formes d'activité par l'entremise des nouveaux objets qui vont être mis sur le marché et qui vont donc concurrencer ceux qui sont déjà là jusqu'à les ruiner. On a aussi une forme de malhonnêteté de la part des firmes avec ce que vous connaissez sans doute tous, l'obsolescence programmée. Voilà, exactement. Vous vous souvenez peut-être, en 2014, ce qu'on appelle le Bengate. Apple aurait donc commercialisé des iPhone 6 et 6 Plus qui étaient volontairement faillibles et qui se déformaient notamment dans les poches. La firme a nié avoir eu connaissance de cette fragilité, pourtant de nouveaux documents sont apparus et il est advenu que la firme savait. De même, nous avons un problème, c'est que les pouvoirs publics semblent avoir renoncé et laissé finalement le privé dicter sa loi. C'est ce qu'on constate notamment avec des firmes comme Monsanto qui sont à la base de nombreux scandales. Donc là, vu que je n'ai plus de temps, je vais aller très très vite. Mais vous connaissez sans doute tous le scandale des PCV, donc des substances hautement cancérigènes. L'usine principale de Monsanto qui est basée à Anniston. Une ville qui est totalement contaminée par les PCB, les habitants, en grande part des Afro-Américains, qui sont trop pauvres pour déménager et qui finalement sont totalement intoxiqués. Merci. Et qui mesurent leur taux de PCB comme vous pèseriez sur une balance. On a aussi le scandale naturellement de l'hormone de croissance bovine, RBGH. On nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le lait des vaches traitées et le lait des vaches non traitées. Rien n'est moins sûr. Monsanto ne s'est peut-être pas non plus donné les moyens d'aller jusqu'au bout de la recherche, notamment en mettant l'épreuve à la théorie, en la falsifiant, donc avec la falsification si chère à Karl Popper. Et on se rend bien compte finalement que la révolution industrielle actuelle, elle est dictée avant toute chose par le secteur privé. Vous avez une femme indienne qui s'appelle Vandana Shiva et qui s'est érigée contre les deux révolutions industrielles qui ont eu lieu en Inde. La première a eu lieu dans les années 60, mais la différence fondamentale entre la première, donc celle des années 60, et celle qui existe à l'heure actuelle, c'est que la première était malgré tout mise en place par les pouvoirs publics, par les agences gouvernementales. Et même si la finalité première était de faire consommer un maximum de produits chimiques, la sécurité alimentaire des citoyens était malgré tout un des objectifs du gouvernement. Alors que la révolution agricole actuelle, elle est uniquement dictée par Monsanto qui a pour but de gagner de nouveaux brevets. Donc on voit aussi le citoyen être totalement dépossédé de certaines de ses responsabilités. Et il s'agirait de reprendre la main. C'est notamment Jürgen Habermas qui nous parle du principe de publicité, donc ce qu'on appelle en allemand Offenlichkeit. C'est une démocratie qui se veut participative, avec un usage critique et public de la raison. C'est redonner finalement la main au public. Ce modèle s'oppose donc au modèle décisionniste qui est par exemple préconisé par un Rousseau, où on nous dit que la source de la décision suffit à garantir sa légitimité. Comme finalement de nos jours les États semblent soumis aux impératifs technologiques, il faudrait malgré tout que les citoyens soient en mesure de rentrer de nouveau dans le débat et qu'ils soient plus consultés. Par exemple, comme vous le savez, le 29 mai, l'Assemblée nationale a statifié quant au glyphosate. Je ne crois pas qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien, sur le maintien ou l'abandon du glyphosate. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été voté donc sans nous et qui est toujours en place, donc l'utilisation du glyphosate. Il faut vraiment que je me presse. Je suis vraiment désolée. C'était ma première conférence, donc c'est un petit peu anarchique. Je n'ai pas su être synthétique. J'ai tendance à développer pour les élèves des formations professionnelles.
Voilà, je redirai dans le débat, puisque le dernier objectif de mon exposé, pas des moindres, c'était justement de redonner la main à chacun d'entre nous, aux citoyens, notamment par la réflexion personnelle, par l'action personnelle, en mettant en place ce que j'appellerais une philosophie de la nature 2.0. C'est un domaine qui est déserté depuis bon nombre de décennies, et finalement, si on veut que le progrès technique se fasse dans la dignité, il va falloir qu'on articule notre pensée autour d'un noyau classique de l'humanisme. Ce noyau, c'est l'idée de responsabilité. La dignité, je pense, sera responsabilité ou ne sera pas. L'homme, nous l'avons vu avec mon long exposé sur la conscience, est une créature qui est capable de se contempler elle-même. Et si nous sommes capables de nous concevoir et nous contempler nous-mêmes, il serait peut-être temps que dans cette course frénétique au progrès, nous nous arrêtions, nous marquons une pause pour véritablement regarder en face les enjeux, regarder en face ce renversement qui s'est opéré entre l'homme et la nature, et que la nature elle-même devienne un objet de responsabilité. Mais je suis très optimiste, malgré tout, parce que j'assiste à un réveil général des citoyens, et particulièrement des jeunes, avec le retour en force de l'upcycling, du do-it-yourself, les supermarchés coopératifs, notamment l'un d'entre eux vient d'ouvrir à la Seine-sur-Mer, et puis même ce qu'on appelle la low cosmétique, le retour aux recettes de grand-mère. On a vraiment un positionnement, mais même des jeunes, qui se fait, une prise de conscience qui se fait, et nous devrons sans doute continuer nos efforts, nous efforcer de rester optimistes pour que, je vais briser là, pour que le progrès technique cesse d'être, comme le veut le mot d'Einstein, une hache qu'on aurait mise, vous connaissez sans doute cette phrase, dans les mains d'un psychopathe. Voilà, donc j'avais encore énormément de choses à dire, mais je profiterai du débat pour continuer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et pardonnez un certain désordre ambiant, c'était vraiment très impressionnant, mais sachez que c'était aussi très agréable, très épanouissant. Je voulais prendre un selfie avec vous pour que le malaise soit complet, parce que je voulais parler du selfie. Je le ferai peut-être un peu plus tard. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse à présent la parole, et je vous remercie encore de votre attention et de votre bienveillance. Oui. Merci Sabrina. Oui, j'étais un peu brimé vers la fin, mais bon, j'étais brimé aussi quand tu étais au lycée, donc tu as l'habitude. Et je n'ai pas pu parler de Nietzsche, je voulais évoquer le gai savoir. Non, parce que le moment important, enfin le plus important, c'est l'échange qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc la parole est maintenant à vous. Sabrina a ouvert quantité de pistes, tout à fait passionnantes, et je pense que vous avez eu le désir, on va parler du désir, de vous engouffrer dans ces pistes et puis de lui permettre de creuser certains aspects et de compléter un discours que j'ai scandaleusement tronqué vers la fin, mais il le fallait parce qu'on a quand même des petites contraintes horaires et il ne faut pas non plus abuser de la patience des auditeurs. Voilà, la parole est à vous. J'arrive. Alors, je dirai quelques mots à l'occasion, mais c'est surtout vous qui devez vous exprimer. Merci, bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour cet exposé. Alors il y a plusieurs choses, il y a tellement de choses à dire en fin de compte, donc je vais être plus succinct. La première chose, je pense que je suis pour le progrès, parce que s'il n'y avait pas le progrès, je ne serais plus là. Donc c'est déjà bien. La deuxième chose, c'est j'essaye encore de revenir sur la nature. La nature est plus forte que nous. La preuve, c'est que le volcan, quand il a décidé en Islande, les avions ont cessé. Au Japon, tout ce qui se passe, quand la nature prend ses droits, l'homme ne peut rien faire. Et une petite anecdote qui m'est arrivée hier à la garde, j'étais tranquillement chez moi, et pendant 4 heures, l'électricité s'est arrêtée. L'électricité, c'est la technologie, et pendant 4 heures, j'avais plus de café, plus de téléphone, plus de télé, plus de musique, donc Facebook non plus. Donc je veux dire que quelque part, l'être humain est quand même fragile, la technologie est là, mais elle est fragile, et ce qui est important, c'est l'homme. Merci. Merci. Tu veux peut-être réagir, Sabrina? Moi, après, je te dirai peut-être un petit mot par rapport à oui, ce que juste en quelques mots, je pense qu'il est... Ça marche?
qu'il s'agit de trouver justement un équilibre. C'est vrai que rester de toute manière dans les antagonismes ne nous aide pas à résoudre le problème. Et là, effectivement, j'ai pas eu le temps d'envisager cette fameuse réconciliation. Il faudrait qu'on arrive à une réconciliation de l'homme et de la nature. Donc c'est vrai que la nature est infiniment plus puissante que nous, et lorsqu'elle décide de reprendre ses droits, finalement nous n'avons pas notre mot à dire. Et c'est ce que disait déjà Pascal dans les pensées, hein, une goutte d'eau, une vapeur suffit à le tuer en parlant de l'homme. Mais finalement, ce qui rend l'homme plus fort, c'est encore une fois d'avoir conscience de sa vulnérabilité. Et là, je vous rejoins, c'est parce que l'homme a eu conscience de cette vulnérabilité qu'il a mis au point ces fameuses ruses en vue de survivre, mais aussi en vue de mieux vivre. Et c'est là aussi ce qui pose problème, c'est que nous n'avons pas non plus supposé de borne à notre inventivité, et que finalement, ce désir de toujours inventer instaure en fait un perpétuel renouveau, mais on peut se demander malgré tout comment se terminera l'histoire. Est-ce que la nature arrivera encore longtemps malgré tout à supporter l'homme ? C'est la question que je me pose. Et le fait que la nature soit cette puissance opaque, mystérieuse et même mystique, nous autorise-t-il, pour assurer la pérennité de notre espèce, à devenir nous-mêmes inhumains? Il serait malgré tout absurde de tuer notre humanité ou une part de notre humanité afin de la préserver. D'où le fait de trouver éventuellement un équilibre. Mais je vais laisser la parole à Philippe. Non, mais tu as très bien répondu. J'arrive. Je voudrais dire un mot, tu as parlé du langage, effectivement. Donc, dès qu'on est en philosophie, on est toujours plongé dans la question du langage. Pour reprendre l'expression de monsieur, qui est problématique, hein, la nature est plus forte que nous. Mais qu'est-ce qu'on appelle la nature? L'univers est plus fort que nous, il nous survivra, très certainement. Et puis on sait que le système solaire est condamné à mort. Dans 5 milliards d'années, le soleil éclatera. Bon, et vous savez qu'il y a quand même des gens qui sont quand même extraordinairement bien heureux, parce qu'il y a beaucoup de chômage sur la planète, mais il y a des gens qui sont déjà payés aujourd'hui à la NASA pour trouver des solutions à ce qui se passera dans 5 milliards d'années quand le soleil va nous cramer. C'est quand même joli le monde dans lequel on est. Bon. Donc, qu'est-ce que... La nature est plus forte que nous, en un sens, oui. Est-ce que l'écosystème est plus fort que nous? Ça, c'est beaucoup moins certain. Hein. C'est-à-dire que la nature qui a permis à la vie d'émerger et qui a permis ensuite à l'humanité de vivre, cette nature-là, elle est quand même en danger. Hein. Les exemples que vous avez donnés sont tout à fait caractéristiques. C'est la nature comme puissance destructrice qui est plus forte que nous, effectivement. Les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, voilà. Ça, oui, il y a cette puissance qui doit nous rendre humbles. Pascal a tout dit sur le sujet. Mais en même temps, je crois que, incontestablement, et les philosophes ont beaucoup réfléchi là-dessus au XXe siècle, l'homme a déréglé quand même beaucoup les choses, et il a voulu devenir le maître, mais un aspect que tu aurais peut-être pu développer, mais comme je t'ai brimé, tu n'as peut-être pas eu le temps de le faire. Il y a quand même un grand monsieur au XXe siècle qui s'appelle Martin Heidegger, qui a écrit des choses merveilleuses sur la technique, et qui essaye de montrer que d'un côté, effectivement, on a l'impression que l'homme est le maître, mais Heidegger a cette merveilleuse expression, il dit l'homme est le fonctionnaire de la technique. Parce qu'au fond, et là j'ai repensé à Heidegger en t'écoutant. Tu as parlé de stalker et stocker. Hein, il suffit de changer une lettre et on passe du stalkage au stockage. Ben, exactement. C'est-à-dire qu'Heidegger dit l'homme maintenant fait partie du fond. Du fond FONDS. Hein, il fait partie de la matière qu'on exploite, qu'on met en fiche, qu'on rentabilise. Et puis demain, on aura le transhumanisme aussi. Bon, donc on a tout cet aspect-là. C'est-à-dire que la formule de Descartes s'est retournée contre Descartes lui-même. En voulant devenir les maîtres de la nature, peut-être qu'on est devenu nous-mêmes un objet qu'on soumet au calcul. Est-ce que tout calculer, c'est encore raisonnable? Il y a Karl Witt, qui était un bon philosophe allemand, qui disait il est irrationnel, la chose la plus rationnelle, c'est de vouloir tout rationaliser. Tu as parlé de l'amour, effectivement. Bon, il y a des choses qui sont peut-être définitivement non calculables, mais aujourd'hui, ça échappe complètement à la pensée dominante. Aujourd'hui, tout doit être calculable, tout doit être numérisable, et les réalités qui sont considérées comme incalculables et non numérisables, elles n'existent pas. Elles font partie de ce monde du réel qui est marginalisé, et devient une toute petite annexe de l'énormité du monde virtuel. Voilà, mais j'ai assez parlé. La parole est pour vous, et je vois que quelqu'un voulait s'exprimer. Le micro est à vous. Merci, et merci pour cet exposé effectivement extrêmement complet, et on a beaucoup appris. Bon, une question qui me semble importante, c'est le progrès technique au service de qui?
au service, on le souhaiterait, de tous les hommes, et pas simplement de quelques-uns. Là, il me semble qu'il y a une réflexion. Ah, oui, peut-être comme ça, oui, effectivement. Oui, la question qui me semble importante, c'est celle du progrès technique, et du progrès technique au service de l'ensemble des hommes, et non pas simplement de quelques-uns qui peuvent surconsommer, alors que d'autres sont en état de sous-consommation perpétuelle. Cette question trouve sa traduction dans des débats actuels. J'ai lu récemment que l'Union fédérale des consommateurs se posait la question de la durabilité des produits qui sont fabriqués et proposés à tout un chacun, la durabilité et la réparabilité. Des deux indices qui pourraient figurer sur nos réfrigérateurs comme le A, B, C concernant la consommation énergétique. Ça me paraît tout à fait pertinent, mais on voit bien en même temps qu'il y a d'énormes résistances pour que ça soit acté dans les lois françaises, européennes et mondiales. Donc c'est quand même en même temps un espoir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont conscients de la dérive consumériste dans laquelle nous sommes, de la non-maîtrise par les populations des produits qui leur sont proposés, produits qui leur sont proposés non pas en fonction de la recherche de leur bien-être, mais en fonction de la recherche des profits maximum que des sociétés peuvent engranger, et c'est leur vocation de faire du profit. Donc elles sont dans leur logique. Le problème, c'est que cette logique n'est pas celle qui pourrait correspondre au bien-être de tout le monde. Et là, il y a une vraie réflexion et un vrai débat. Réagir, Sabrina. Oui, juste un petit mot par rapport à ce que vous évoquez. Effectivement, c'est une intervention pertinente. Et justement, pour l'anecdote, aujourd'hui dans Le Monde, j'ai lu un article dans lequel il était expliqué que des traders sans vergogne revendaient ce qu'on appelle du dirty diesel à des peuplades d'Afrique, à des citoyens d'Afrique de l'Ouest. Et c'est du mauvais, très mauvais diesel qui est coupé notamment au manganèse ou au benzène, donc des substances qui sont extrêmement polluantes, qu'on ne peut d'ailleurs, les personnes le disent, qu'on ne peut revendre finalement qu'en Afrique, parce que personne n'en voudrait en Europe. De toute façon, ce qui les compose est rejeté par la plupart des standards européens. Donc finalement, on a une part de cynisme et on retrouve cette logique absolument immorale, parce que là, c'est le champ éthique qui est clairement déserté. On a juste des gens qui souhaitent s'enrichir au détriment d'autres personnes, et encore une fois, au détriment même de l'environnement lui-même, puisque c'est extrêmement polluant. Après, c'est vrai qu'on peut aussi s'étonner de certaines mesures. Vous avez par exemple des véhicules âgés qui vont être pas supprimés, mais bon, on va vous mettre une amende si vous circulez avec. Mais finalement, pour consommer quoi à la place? Pour acheter un diesel qui est lui aussi extrêmement polluant. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Et en effet, avec l'obsolescence programmée, on est sur un schéma qui est complètement différent, parce que j'ai vaguement parlé de l'American Way of Life, du Fordisme. L'American Way of Life, si on se replace par exemple dans les années 50, certes, on allait pousser les Américains à s'assurer de nouvelles commodités à consommer, notamment par l'entremise du grand Manitou qu'est Edward Bernays, donc le neveu de Freud, qui était un publicitaire relativement cynique, qui avait d'ailleurs une vision très élitiste de la démocratie, puisque Bernays nous dit, en gros, de toute façon, la masse est décérébrée, il ne faut pas s'adresser à sa conscience, il faut s'adresser à son ça. En cela, il avait bien retenu les leçons de Tonton Sigmund, il est parti du principe qu'il fallait s'adresser à l'inconscient du consommateur, et c'est notamment les messages subliminaux dans les publicités. Vous avez d'ailleurs un épisode de Columbo, dans les années 70, qui s'appelle Subconscient. J'aime beaucoup Columbo, donc j'en parle. Où le meurtrier est justement
un publicitaire qui est totalement dénué de scrupules, qui a fait de brillantes études en psychologie, il est docteur en psychologie, et le message subliminal à travers la publicité va être son moyen de tuer, puisqu'en fait il va gaver sa victime de caviar de manière à lui donner préalablement soif. Ensuite, il va passer un spot publicitaire qui a pour but d'encourager la libre entreprise aux États-Unis, et il va y intégrer la petite image d'un thé glacé. Comme le spot en plus montre le désert du Nevada, l'autre forcément va commencer à avoir de plus en plus soif. Action-réaction, il va donc quitter la salle de projection parce qu'il sait que dans le couloir il y a un lavabo, et c'est au moment où finalement il se penche pour boire que l'autre l'attend et bang bang. Donc là, on a aussi une symbolique assez pertinente, mais donc je vous le disais, dans les années 50, on allait avoir une paire de chaussures de ville, une paire de chaussures pour le dimanche, et le frigo allait peut-être durer toute une vie, la voiture pareillement. Or là, on voit bien que c'est l'inverse, les objets sont finalement beaucoup plus performants, mais inversement, beaucoup plus faillibles. J'ai le souvenir, justement, ça me fait penser à Philippe. Lorsque j'étais en classe prépa, puisque c'est là que j'ai connu Monsieur Granarolo, lorsque j'étais en classe prépa, ma meilleure amie avait un portable, donc on était en 2002, quelque chose comme ça, donc c'était ces fameux Nokia 3210, vous savez, ces dinosaures qui sont connus pour résister à tout. Elle a, à un moment donné, donc, dans l'un des couloirs du bâtiment I, le fameux bâtiment des Hippocagnes et des Cagnes, trébuché sur un sac à dos. Le portable a volé dans les airs et est venu se cracher plusieurs mètres plus loin. Il a littéralement explosé, hein. Vous aviez la coque d'un côté, le chargeur de l'autre, la puce encore plus loin. Elle est allée tout ramasser, elle a clipsé, elle a rallumé, pas de souci. J'ai acheté un portable l'été dernier. J'ai payé en plus d'une trentaine d'euros, un super verre, vitre, protecteur, machin bidule plastifié, pour qu'au final, je le fasse tomber d'une table basse, 40 cm, sur du linoléum, donc pas quelque chose de franchement méchant. L'écran s'est tout de suite fissuré. Voilà. Donc ça veut dire... Bel exemple, bel exemple. Complètement. Donc je te redonne la parole, d'ailleurs Philippe. Du coup, je voulais rapidement intervenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on devient petit à petit fonctionnaire de la technique, et notamment dans le milieu agricole où l'agriculture moderne se repose de plus en plus sur la technique, la mécanisation, la palettisation, l'automatisation, une irrigation à outrance, et au final on oublie petit à petit la nature, et on oublie ce que signifie être agriculteur. Il n'y a plus du tout la notion de produire en accord avec la nature. Au contraire, on va adapter la nature via une grosse mécanisation à la culture qu'on veut produire. Et il en résulte que petit à petit, on ne travaille plus pour nous et on ne travaille plus pour nourrir, on travaille pour des grosses comme Monsanto qui vont nous vendre une semence de maïs qui est adaptée à un terroir comme le sud-ouest de la France, qui n'est pas le terroir de base du maïs, mais ils en ont fait un spécialement pour là, donc l'agriculteur devient un peu esclave de cette firme-là. Pour la mécanisation, c'est pareil, on a une augmentation des surfaces et une baisse de productivité des surfaces malgré tout, et finalement, on devient, en tant qu'agriculteur, esclave des semenciers, des marchands de matériaux, des phytosanitaires, et avec toute la baisse de qualité de vie que ça engage, aussi bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Cette année, la maladie de Parkinson a été reconnue maladie professionnelle seulement pour le monde agricole, pas pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà un premier pas vers de prouver que tous les produits qu'on utilise sont très nocifs. Et je pense qu'il y a une vraie opposition entre le progrès technique et le progrès humain, en tout cas dans l'agriculture, dans le sens où on n'a plus de courbe d'apprentissage en tant qu'humain, d'apprendre à produire mieux, d'apprendre à produire avec une petite échelle, de dynamiser au maximum nos sols, nos outils de production. On se focalise seulement sur la technique, sur les possibilités de mécaniser, d'augmenter notre surface, de se dire voilà, je veux produire plus, donc je vais produire plus grand, et pas de se dire je vais produire mieux. Donc il y a une vraie opposition entre voilà, progrès technique, progrès humain, mécanisation, apprentissage, qui touche l'agriculture parce que c'est mon domaine, mais plein d'autres, je pense tous les domaines sont à peu près touchés par ça. Merci, merci. J'ai lu il y a quelques années que les historiens sont aujourd'hui d'accord
pour dire que l'effondrement, qui reste un peu mystérieux quand même, des grandes civilisations, a toujours été lié à un épuisement des sols. Ça a été démontré pour le monde romain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on a épuisé la terre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand une civilisation s'effondrait, il y avait encore des terres qui étaient bien portantes dans d'autres lieux de la planète. Aujourd'hui, on est dans un univers mondialisé et que si partout à la surface de la Terre, effectivement, on a une Terre qui est de moins en moins productrice parce qu'on a épuisé les sols, il va y avoir effectivement des gros soucis. Mais heureusement, il y a des jeunes comme vous, c'est ce que disait Sabrina, et sur ce point, on est en parfait accord tous les deux. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, alors c'est vrai qu'on a un discours un peu ambigu, parce que d'un côté on est un peu affolé de l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux, de Facebook, les plus jeunes. Et puis de l'autre, on a beaucoup de signes positifs qui viennent des jeunes générations, qui sont en train de prendre leur distance vis-à-vis de la surconsommation, vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Donc il y a quand même des signes très positifs et très optimistes aussi, hein, il faut quand même le dire énergiquement. Tout d'abord, félicitations Sabrina pour cette très belle conférence. Je te remercie. Tu es une très forte conférencière, je n'avais aucun doute là-dessus. J'ai bien aimé quand tu as dit que le progrès technique était l'ogre pour l'homme et que le capitalisme condamnait certaines activités. Moi, je l'ai vu dans le secteur du liège, puisque je travaille dans ce secteur. Et rien que dans le Var, au début du siècle, on levait 10 000 tonnes de liège par an pour 250 entreprises et 2500 emplois. Un siècle plus tard, on est passé de 2500 à 4 emplois, de 10 000 tonnes de liège levé à 150 tonnes et de 250 entreprises à une entreprise et une association. Par rapport à quoi? Par rapport à des choix strictement économiques, par rapport à l'ouverture de la concurrence à la concurrence portugaise et espagnole, parce que justement on recherche quoi? On recherche à gagner toujours plus. C'est aussi, je pense, une critique de la croissance qui veut générer toujours plus d'activités économiques que la période précédente, et forcément on passe le progrès technique avant l'humain. Et donc ça détruit beaucoup d'emplois. Donc moi j'ai le secteur du liège. Dans le Var, il y avait beaucoup d'autres secteurs qui ont disparu par rapport à ça, qui ont disparu parce qu'il y avait des entreprises beaucoup plus puissantes qui ont su se doter de progrès techniques et donc investir là-dessus. Il faut savoir que dans le secteur de l'isolation liège, 80% du secteur de l'isolation appartient à une seule entreprise. Et les bouchons appartiennent à 2 entreprises. Les autres ont que des miettes, et dans le Var, on n'a réellement que des miettes, c'est terminé. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Merci à vous d'être venus et d'être restés attentifs en dépit justement de mes longueurs. Donc j'avais envie de dire, j'espère qu'une prochaine conférence, on pourrait peut-être commencer par, bon, on sait tous qu'il y a une grosse embrouille, et qu'est-ce qu'on fait pour les solutions, quoi. Et du coup, moi, quand vous parlez de responsabilité, c'est ça qui me touche en premier, en fait. Je me dis que nos grands-parents, ils ont combattu pour avoir des congés payés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens travaillaient toute l'année, ils n'avaient même pas le droit de se reposer. Et au jour d'aujourd'hui, on accepte peut-être comme étant une chose normale qu'il faut travailler 11 mois pour avoir un mois de repos. Donc moi, mon humble point de vue, c'est que ça, déjà, on accepte d'emblée, on dénie quelque part une forme de responsabilité et une forme de dignité en se disant, et excusez-moi, je ne veux pas attaquer les gens, je voudrais juste attaquer peut-être le fond du problème, qui me semble en tout cas le fond du problème. On accepte de travailler 11 mois pour un mois de repos. C'est-à-dire que notre organisme, il n'est pas fait pour ça. Déjà, rien que ça, à la base, notre organisme, il ne peut pas supporter autant d'années de travail. Moi, j'ai un ami qui est paysagiste. À 40 ans, il m'a dit, ça y est, je le sens dans mon corps. Pourtant, il travaille dans les jardins. C'est pas un fan de la production et de l'argent.
je dis à 40 ans, je suis déjà atteint. Donc ça, en fait, on l'accepte. On voit aussi que dans le supermarché, on nourrit nos enfants avec des produits qui sont pollués, qui donnent des maladies très graves, et on l'accepte aussi. Pas complètement, bon, il y a des gens qui vont trouver des meilleurs produits dans les magasins bio, etc. Mais en fait, moi, le message que j'ai envie de passer ce soir, c'est le périmètre, il est contrôlé. Tout le monde le sait. Depuis des décennies, les arnaques et maintenant le privé qui prend les manettes de l'humanité, ça vient même à la télé. Même à la télévision, il y a des personnalités qui le disent, on ne peut plus rien attendre des politiques. Du coup, on est face à la prise de conscience. J'ai l'impression qu'elle est là. Quand vous parlez des jeunes et qu'il y a de l'espoir, bien sûr il y a de l'espoir. Et en même temps, on nous dit qu'en France, il y a 2% de surface cultivable bio. Et ça dure depuis, j'ai l'impression, depuis une quinzaine d'années. Dans les plus grands médias écologiques, on nous dit que voilà, la surface cultivable qui est attribuée pour les produits sains, c'est 2% dans notre pays. Donc, même s'il y a des gens qui boycottent, je ne pense pas que le rouleau compresseur de la machine, ça va l'arrêter. C'est juste que peut-être la notion de Pierre Rabhi, des oasis en tout lieu, créer des oasis pour rejoigner des écosystèmes qui sont encore plus ou moins sains. Et là, vous aurez une chance de vivre de manière saine. Mais si on reste à accepter de bosser 11 mois, de manger de la nourriture qui est de plus en plus polluée et d'être chronométré dans notre vie, parce qu'on est chronométré en cours, si on accepte ça pendant trop longtemps, peut-être qu'on n'a jamais l'opportunité de sortir de ce périmètre qui est contrôlé et que finalement, dans des conférences comme ça où on pourrait se donner de la force, il y a beaucoup de mots. On marque bien dans le langage, c'est on est esclave ou on nous incite à être esclave. Au lieu qu'il y ait des formes de langage à dire moi j'ai visité tel endroit, je connais tel endroit, je connais telle personne qui fonctionne différemment. Et de parler en fait de plein de solutions qui sont, parce que voilà, le temps de parole il a été court et j'en prends pas beaucoup plus. Je voulais juste terminer par dire qu'il y a un magazine qui s'appelle Passerelle Éco, qui focalise sur les éco-villages et la permaculture. Passerelle Éco, qui est introuvable dans les librairies, vous l'avez sur internet, et qui a des merveilleux petits documentaires qui traitent de l'économie collaborative où plein de gens font plein de belles choses. Je pense que pour aller à la liberté, il faut être capable de lâcher son boulot, sa maison, des fois, et déménager et aller rencontrer un oasis, en créer un ou en rejoindre un qui est déjà existant. Mais il faut être capable de tout envoyer. Bien, merci. Alors, je vais quand même réagir, je suis obligé, sur trois choses. La première, je vous remercie d'avoir cité Pierre Rabhi, qui est un de mes chouchous et qu'on rêve de faire venir à la garde. Et la situation n'est pas désespérée, il se pourrait qu'il vienne l'an prochain. La deuxième, effectivement, il y a une question de conscience, de responsabilité. En début octobre, on va faire venir un journaliste lyonnais qui est en train de mettre en place un magazine sur les lanceurs d'alerte. C'est important, les lanceurs d'alerte, parce qu'aujourd'hui la presse, pour mille raisons, ne peut plus jouer vraiment ce rôle de vigile et de nous mettre en garde. Elle le fait très difficilement. Quand quelques journalistes le font, et ils se font tellement taper sur les doigts qu'ils ont changé de métier. Donc on aura cette conférence. Et puis le troisième point qui est le plus global, c'est ma réponse un petit peu à ce que vous avez dit. Je comprends très bien vos inquiétudes et vos réactions. Non, mais je veux dire par rapport à ça, ici c'est un lieu, ça s'appelle une agora philosophique. On n'est pas là pour trouver des solutions. C'est un autre genre. Ça dépend. Mais si déjà on éveille les consciences, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous explique, moi, notre point de vue. On a une fonction qui est la nôtre. Hein. On ne va pas sauver le monde, mais on va peut-être déclencher des réflexions, des prises de conscience, des sensibilités qui font que chacun, ensuite, c'est la responsabilité individuelle de chacun, va peut-être effectivement s'engager dans une voie ou une autre pour essayer d'agir. Hein. Ici, c'est pas un lieu d'action, ça s'appelle une agora. À l'agora d'Athènes, on n'agissait pas beaucoup. En plus, ils avaient des esclaves qui travaillaient à leur place, donc ils étaient des bienheureux. Je plaisante, bien sûr, c'est une boutade, vous l'avez compris. Donc, voilà, on est là pour réfléchir ensemble. Et puis, si après, effectivement, ça incite certains d'entre vous à se rendre compte qu'il y a une urgence pour vraiment agir, eh bien, libre à eux et on les encourage fortement. Voilà, monsieur.
Moi j'avais une question à poser. Déjà la première chose c'est que je pense qu'on peut te remercier pour la présentation que tu as faite pour cette conférence. Où on vit dans un monde où on a beaucoup d'interactions avec, on va dire, ce qui nous pousse à l'oisiveté. Voilà, donc du coup là c'est une conférence qui nous permet quand même d'avoir une prise de conscience. Essayez de rester bien devant le micro parce que je n'entends pas tout. Voilà, bon, vous m'entendez? Ok, parfait. Du coup, moi, ma question, c'est effectivement, tu nous as dressé un tableau assez réaliste et assez complet, effectivement, des constats, des néfastes du progrès technique. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est là que je te pose, quel est le facteur qui a fait qu'on assiste justement à un développement technologique qui va à son paroxysme, sans aucune limite. Enfin, qui sont les instigateurs de ça, selon toi? C'est une... Elle a complété son discours parce qu'elle voulait nous parler d'un peu de Heidegger et de Jonas, donc c'est l'occasion de le faire. Sabrina, tu peux, et ça servira en même temps peut-être de conclusion, parce que après il y a des gens qui veulent aller voir les réjouissances de demain matin, chacun son truc. Très bien, non, je vais essayer de faire court, bon, ça fait 4 fois que je vous promets ça. Donc... Ce que je voulais dire aussi, parce que je voulais revenir sur l'intervention de monsieur, donc à gauche de Nicolas. C'est vrai que le fait déjà d'éveiller les consciences, c'est quelque chose de fondamentalement important. Je voulais aussi parler de Gunther Anders, qui est le premier mari de Hannah Arendt, et qui disait « Mais je veux passer pour un semeur de troubles. Si vraiment vous devez voir à travers moi uniquement l'angoisse d'une apocalypse rampante, c'est pas grave. Si ça peut mieux éveiller les consciences, si ça peut un peu plus permettre aux gens de prendre compte des réalités et surtout des choses qui se font sans eux et qui se font à leur insu, alors voyez-moi finalement comme un épouvantail, ça me dérange pas. » Et Gunther Anders a écrit en 1956 un fabuleux livre que je regrette d'avoir découvert si tard dans ma vie. C'était mon regretté ami Jean-François Mattei qui me l'avait fait découvrir. Ça s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». 1956, pas l'obsolescence du frigo, l'obsolescence de l'homme. Et je vous invite vraiment à lire ce bouquin, c'est un chef-d'œuvre absolu, il n'a pas pris une ride ce livre. Et c'est une réflexion extrêmement puissante sur la technologie, sur les médias. Il y a un chapitre sur la télévision qui a tombé par terre. C'est un des plus grands livres du XXe siècle. Vraiment, lisez Gunther Anders, vous ne le regretterez pas. Et par rapport aussi au bio, puisque vous évoquiez le bio, c'est vrai que malgré tout, même si c'est une alternative, il faut bien garder en tête que ça reste cependant un pis-aller. Vous le savez peut-être, au Mexique, les cultures OGM sont interdites, il n'y en a pas. Donc la culture du maïs se fait de manière traditionnelle. Vous avez notamment dans la région d'Oaxaca plus d'une centaine d'espèces diverses de maïs qui coexistent. Donc c'est un trésor de la biodiversité. Mais le problème, c'est que le traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada autorise l'importation. Donc le Mexique se retrouve avec du maïs à 40% transgénique qui est vendu 2 fois moins cher que le maïs traditionnel. Et le vent, les insectes pollinisateurs font que les cultures naturelles sont elles-mêmes indirectement contaminées par les OGM. Il y a des tests scientifiques qui ont été réalisés sur du maïs venant de 5 régions différentes du pays et on a retrouvé donc le transgène BT et le transgène Roundup Ready dans ce maïs-là. Donc finalement, le bio, le naturel, ça devient une alternative, mais c'est même plus une alternative par excès, c'est finalement du par défaut parce que du 100% naturel n'existe hélas plus à l'heure actuelle. Je te laisse répondre donc. Bien, oui, non, mais je vais simplement dire à monsieur qu'il y aura peut-être, j'esquisserai peut-être une réponse à sa question la semaine prochaine, puisque dans la question de l'unité, je poserai la question de savoir si effectivement, qu'est-ce qui nous a mis sur ce chemin, est-ce qu'il était, parce qu'il y a tout un discours, et c'est contre ça qu'Heidegger a écrit des textes majeurs. On nous fait croire que on est en route vers cette technologie outrancière depuis Cro-Magnon. Il y a un chemin qui est là, qu'on a pris. Or c'est faux, c'est objectivement faux. Bon. Et Heidegger a montré que c'est pas la technique n'est pas la conséquence des sciences de la nature, c'est les sciences qui sont déjà techniques. Donc il y a une sorte de choix ou d'appel, pour reprendre le jargon heideggerien. Donc la réponse, elle est compliquée parce qu'elle est presque métaphysique. Qu'est-ce qui nous a mis dans cette voie dont on sait aujourd'hui de plus en plus nettement que c'est une voie
autodestructrice pour l'homme. Parce que ce qui va disparaître si on continue dans ce chemin, c'est pas simplement l'écosystème, c'est aussi l'humain lui-même qui est en train de laisser la place à des créatures plus solides et moins obsolescentes, comme les robots et l'intelligence artificielle. Voilà. Bien, donc pour que vous ayez le temps de boire du rosé, parce que c'est aussi ce qu'on fait dans une agora et c'est un moment important et d'échange, on va s'arrêter là, et puis certains veulent aller aux réjouissances de demain matin. Donc merci pour vos questions, pour votre présence. Merci à Sabrina, qu'on applaudit encore. Merci à vous. Elle ne le sait pas, mais moi je le sais, elle vient de signer un long bail avec nous ce soir.